Bonjour à tous, merci d'être là, nombreux. Nous avons la chance d'accueillir sur ce webinaire la super équipe d'Oversea, qui est un commissionnaire de transport digital. Alors, à l'heure du passage obligé au confinement et au travail à distance, Oversea a encore plus de flexibilité qu'à leur habitude, font ce webinaire et vont peut-être le dupliquer. Depuis le début de la crise, Oversea a mis en place une vigie mondiale du transport, qui synthétise toutes les informations opérationnelles et commerciales de l'impact du Covid-19 sur les transports. Certains d'entre eux doivent déjà la suivre d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient abonnées à la newsletter, qui étaient participants. Alors l'idée du webinaire, c'est de donner les dernières évolutions du marché du fret mondial. Donc merci Arthur et Brieux pour vos inputs frais. Et quelles perspectives surtout se dessinent pour les entreprises, et notamment les PME françaises importatrices, qui veulent poser des questions. Je vous laisse Arthur et Brieux, qui sont donc les deux cofondateurs d'Oversea, dresser d'abord un rapide état des lieux, puis dérouler les questions que vous ne manquerez pas de poser. Merci Octave. Tout d'abord, merci à tous d'être là et bonjour. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. On est plus de 75 là au moment où je parle et je suis sûr qu'on sera rejoint par de nombreux autres. Je me présente rapidement et je laisserai ensuite Brieux se présenter. Je m'appelle Arthur Barias, je suis un des fondateurs et le président de la société Oversea. Brieux. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Brieux et je suis en charge des opérations chez Oversea et je suis également un des cofondateurs. Alors, en deux mots et en 30 secondes, Oversea, c'est un commissionnaire de transport digital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà un commissionnaire de transport overseas, donc on est spécialiste du maritime et de l'aérien. Et pourquoi digital? Parce qu'on propose à nos clients une plateforme web qui va leur permettre de gérer, depuis la demande de cotation ou l'appel d'offres jusqu'à la facturation, tous les sujets liés au transport de manière digitalisée. À côté de ça, on va aussi apporter du tracking en temps réel à nos clients et beaucoup de données pour faire du reporting, notamment par SKU, par différents types de produits, etc. L'ambition de notre société, c'est de simplifier la gestion du transport international pour les PME et les ETI françaises. C'est ça qui explique aujourd'hui le rapprochement qu'on a avec BPI France, parce que ça va un peu dans le même sens que leur mission à eux. Et on accompagne aujourd'hui plus de 400 entreprises françaises, mais pas que, sur les sujets transport. Si on avance un peu maintenant, un point avant d'avancer sur la suite. Le point des sources, on a utilisé différents types de sources pour faire ce webinaire qu'on voulait partager avec vous. Les premières sources, c'est nos partenaires de transport sur le terrain qui nous feront monter les informations que vous allez voir après. La deuxième chose, c'est notre métier de commissaire de transport et les remontées aussi de nos équipes et en particulier de l'équipe opération qui nous fait remonter toutes les difficultés ou en tout cas les conditions dans lesquelles on effectue le métier aujourd'hui. Parmi nos autres sources, il y a évidemment les compagnies maritimes et aériennes qui nous font des retours opérationnels tous les jours sur ces différents sujets-là. Il y a aussi nos agents à l'étranger qui nous permettent de clarifier certains sujets à destination. Vous l'avez peut-être vu dans la newsletter d'hier, mais on fait aussi des calls d'experts tous les jours. Donc hier, on a interrogé l'ancien directeur du cargo chez Air France. Et on a un ensemble d'experts qui contribuent aux informations que vous allez voir après. À côté de ça, il y a notre fédération professionnelle aussi, TLF Overseas, qui communique beaucoup sur le sujet et dont on intègre une partie des informations dans le webinaire que vous allez voir. Et le dernier point, c'est la presse spécialisée, dont on reprend certains éléments, notamment chiffrés. Voilà, ceci étant dit, je laisse la parole à Brieux pour faire un premier point sur la situation géographique globale. Ensuite, on s'arrêtera sur les impacts à l'import, à l'export, sur le transport maritime, sur le transport aérien, ensuite sur les autres sujets connexes comme la route et la logistique. On essaiera de vous partager après ça des éléments sur la façon dont nos clients réagissent sur ces différents sujets-là aujourd'hui. Et ensuite, on embrayera sur la plus grosse partie de ce webinaire qui sera évidemment des questions-réponses. Et pour ça, je vous invite à regarder à la droite de votre écran. Vous avez la possibilité de poser des questions via cet outil-là, et je vous engage à le faire en permanence durant la présentation pour alimenter les questions-réponses qui, je le dis encore, seront la majeure partie de ce webinaire.
Voilà, je laisse la parole à Brieux pour la suite. Et donc, bonjour à tous. Donc, pour un point avant de parler des différents modes de transport et de l'impact de la crise du coronavirus, je vais faire un point sur la situation géographique globale. Il y a 3 éléments principaux à retenir. Le premier élément, comme vous avez dû l'entendre dans la presse, c'est la reprise de l'activité en Chine avec la baisse du nombre de cas de coronavirus. Donc, les entreprises réouvrent et l'activité de fret reprend une activité normale. Sans compter sur les problèmes d'acheminement aérien et maritime sur lesquels on passera ensuite. Mais l'activité de nos agents et des transporteurs routiers en Chine est en train de reprendre un rythme normal. Sur le reste du monde, donc le confinement est globalisé, les fermetures des frontières et les suppressions de vols passagers se sont multipliées, et là de nombreuses frontières sont fermées. Mais on a une chaîne logistique qui se maintient, notamment pour assurer la livraison de marchandises essentielles. Donc on parvient à livrer, nous, aujourd'hui, des marchandises partout dans le monde, et malgré des ralentissements, nos agents nous disent que le fonctionnement est quasi à la normale, ce qui est plutôt encourageant. Le dernier point, c'est l'Inde. Donc on a une situation plus critique en Inde, comme vous avez dû l'entendre, suite à l'annonce du Premier ministre indien il y a 48 heures du confinement global de la population. Nos agents à Delhi, Mumbai notamment, nous remontent un arrêt brutal des opérations. De nombreux Indiens ne font pas de télétravail. Il y a une grande partie des Indiens qui ont aussi rejoint leur famille. Et donc, il faut s'attendre à des forts ralentissements, voire des arrêts de la chaîne logistique, contrairement à ce qu'on avait vécu dans le reste du monde. Donc voilà pour le point de situation géographique globale. Je vais maintenant passer à la situation dans le fret maritime. Donc dans le fret maritime, donc, il y a l'import et l'export qui évidemment fonctionnent un peu différemment. À l'import, on a des taux de remplissage qui pour le moment se maintiennent à 95%, notamment parce que des entreprises avaient voulu importer massivement après le Chinese New Year qui s'était prolongé de 2 semaines alors qu'il dure que 2 semaines d'habitude. Et on devrait, d'après les premiers échanges qu'on a eus avec les compagnies maritimes et les différents acteurs de la chaîne, s'attendre à une baisse de 70 à 80%. Pardon, on devrait tomber à des taux de remplissage de 70 à 80%. Ça s'explique par une chute de la demande de la part des importateurs européens. Un arrêt des commandes en attente de voir ce qui va se passer par la suite. Il y a 3 conséquences à ça. Tout d'abord, on s'attend à des blank selling et des compagnies maritimes ont déjà annoncé des blank selling, notamment CMA CGM et Hyundai. Les blank selling, c'est des annulations de navires, donc pour maintenir des capacités fortes, des taux de remplissage forts, ils annulent des navires. On s'attend aussi, et on l'observe déjà, à des baisses de taux sur le mois d'avril d'environ 10 à 15%. Et la dernière conséquence qui est un peu plus lointaine, c'est on s'attend à une peak season anticipée cette année. En effet, d'habitude, les mois de mai et de juin sont des mois creux dans le transport maritime. Cette année, en raison de l'arrêt des commandes anticipées et d'une reprise annoncée, en tout cas par nos importateurs, et ce qui est attendu par les compagnies maritimes, on s'attend à une peak season, non pas en juillet comme les années d'avant, mais en juin, voire en mai. C'est des choses à prendre en compte pour nos clients importateurs. À l'export, on connaît des taux de remplissage qui sont forts, aux alentours de 100%. En fait, il y a eu un manque de conteneurs vides en Europe à cause du Chinese New Year qui s'est prolongé. Et donc, il y a un effet de rattrapage des commandes, ce qui fait que les taux de remplissage sont forts. Et donc, on connaît une augmentation des taux. On observe notamment, ce qui est important pour les clients qui ont des taux négociés, donc ce qu'on appelle des NAC ou les BCO, un décrochage des taux entre les taux négociés et les taux spot. Donc, il va falloir s'attendre pour ces clients qui ont des gros volumes à soit payer un premium, soit prendre le risque de ne pas monter à bord, parce qu'on sait que les compagnies maritimes privilégient les boîtes qui payent cher. Voilà pour le fret maritime. On va passer maintenant au fret aérien. Donc là, la situation est considérablement différente. Comme vous avez dû l'entendre dans la presse, le secteur du transport aérien est très impacté. Il connaît sa plus forte crise du XXIe siècle. Alexandre de Juniac, le président de l'Association internationale du transport aérien, a annoncé une perte de 250 milliards, ce qui correspond à 45% des recettes de 2020. C'est 2 fois l'impact de la crise de 2008, donc c'est considérable. Comme vous le savez sans doute, 80 à 90% des vols sont suspendus et le transport de marchandises s'effectue à 95% sur des vols passagers. Les marchandises qu'on transporte, nous, en tant que freight forwarder, elles ne voyagent qu'en soute de vols passagers. Donc la capacité pour transporter du fret a considérablement baissé. Dans ce contexte, il y a évidemment des acteurs qui s'en sortent et c'est les compagnies tout cargo, donc Cargolux, Airbridge Cargo,
ou des compagnies passagers qui ont une flotte de cargo. Je pense notamment à Qatar Airways avec lesquelles on travaille beaucoup. Et ces compagnies ont de la capacité, mais évidemment, cette capacité est saturée et les taux explosent. On connaît des taux d'augmentation de x3, x4 sur certaines destinations en raison de cet espace qui est réduit. Au niveau du traitement des opérations chez les freight forwarders, donc on est passé à un transport de crise, à un transport d'urgence. Il faut trouver l'espace au bon moment, c'est de l'opportunisme. Ça demande beaucoup d'agilité. Il y a de l'espace, on arrive à exporter. Il faut s'attendre à une hausse des taux et aussi il faut être très agile et très rapide dans les expéditions pour réussir à avoir les taux au bon moment. Donc voilà pour la situation dans le transport aérien. Sur la partie, donc sur le reste de la supply chain et sur le reste des acteurs, le transport routier connaît une activité assez normale. Il y a une baisse de l'offre, mais aussi une baisse de la demande, ce qui fait que le fonctionnement au niveau opérationnel est bon. Les espaces sont là et on arrive à faire des transports en route. Sur les grands axes de transport, on n'a aucun problème. On a un peu plus de difficultés sur les zones isolées, sur lesquelles on a du mal à trouver de l'espace, mais globalement, le secteur se porte bien. La logistique aéroportuaire maintenant, on a une grosse activité, on a des temps d'attente qui sont rallongés, il y a une saturation en raison de la baisse de la capacité, une saturation des entrepôts aéroportuaires. Donc ça fonctionne encore, on arrive à faire partir des marchandises, mais il faut s'attendre à des temps de traitement un peu plus longs entre l'arrivée de la marchandise à l'aéroport et le départ possible de la marchandise, donc c'est des choses à prendre en compte dans vos expéditions. Au niveau de la logistique portuaire, c'est un peu la même chose. Ça fonctionne bien pour le moment et la chaîne logistique s'adapte, mais on connaît un risque de saturation dans les ports. Il y avait notamment de nombreux conteneurs qui étaient restés à quai suite aux grèves. Et là, on s'attend à un flux important de conteneurs qui sont sur l'eau et qui vont arriver en France ou en Europe et qui ne vont pas pouvoir être livrés en raison de fermeture d'entrepôts. Ça inquiète beaucoup nos importateurs. Le syndicat des transports TLF a notamment alerté le MEDEF pour inciter les entreprises à ouvrir leurs entrepôts pour éviter une rupture de la chaîne d'approvisionnement et notamment de la chaîne d'approvisionnement des marchandises essentielles. Ce qui est à noter aussi et ce qui est intéressant, c'est que les compagnies maritimes, on connaît la tendance des compagnies maritimes sur les dernières années à vouloir remonter sur le secteur de la logistique, au rachat de Seva Logistique par la CMA-CGM. Les compagnies maritimes nous proposent aujourd'hui, et c'est totalement nouveau, de stocker des conteneurs pleins sur des parcs intérieurs. Donc, ils ont mis en place des solutions. Je pense à MSC, Maersk et CMA qui nous ont proposé ces solutions. Donc, si vous avez des inquiétudes et que vos entrepôts sont fermés, vous pouvez vous rediriger vers ces solutions qu'on peut vous proposer. La situation maintenant, donc maintenant qu'on a établi la situation sur la chaîne logistique, on va parler de nos clients importateurs et exportateurs. Donc à l'import, comme je vous le disais tout à l'heure sur le transport maritime, il y a de nombreuses commandes qui sont interrompues en raison d'une chute de la demande. On a une capacité des surstocks dans les entrepôts de nos clients et nos clients attendent une reprise d'activité ou en tout cas d'avoir plus de visibilité pour lancer leurs commandes. On table à peu près sur mai-juin d'après les échanges qu'on a avec eux. De nombreux entrepôts sont fermés et nombreux sont inquiets, comme je vous le disais, pour leurs conteneurs qui sont sur l'eau. Donc, il y a des solutions qui sont possibles, il y a des solutions de stockage. Il faut encore une fois pas mal d'agilité et trouver des solutions en urgence, mais des solutions sont possibles. Et certains importateurs, en revanche, ont choisi de ne pas interrompre leur approvisionnement, notamment pour profiter de la baisse des taux en avril, et ils comptent sur une reprise de l'activité au moment de l'arrivée des marchandises en Europe. Donc voilà, on a ces deux comportements. Les appels d'offres aussi, c'est important. Les appels d'offres sont arrêtés en grande majorité. On est sur de nombreux appels d'offres pour de nombreux clients et tout est arrêté pour le moment. À l'export, on a donc deux choses. Beaucoup d'exports aériens de la part de nos clients pour souvent anticiper soit la fermeture de leur entrepôt en Europe et en France, soit pour anticiper une fermeture potentielle de leur entrepôt à destination. Je pense notamment aux États-Unis, sur lesquels la situation est en train d'évoluer. De nombreux clients ont choisi d'exporter massivement pour pouvoir mettre ça en entrepôt avant la fermeture potentielle des usines. Et enfin, certains reprennent aussi les exportations vers des marchés qui réouvrent. On a de plus en plus de demandes et la demande reprend vers la Chine, la Corée et Singapour. Donc voilà, en conclusion, une chaîne logistique qui se maintient malgré des ralentissements. Le passage au télétravail et l'adaptation du secteur, qui pourtant n'était pas forcément évidente, n'a pas été facile pour tout le monde, mais tout le monde s'est adapté et globalement, la chaîne logistique fonctionne. En revanche, une grosse inquiétude sur le transport aérien. Comme le disait Alexandre de Juniac, le cash dans les compagnies aériennes, c'est environ 2-3 mois. Donc, on peut s'attendre à des fermetures de compagnies, des aides des États pour certaines compagnies aériennes. C'est très difficile de se prononcer. On attend une reprise
très progressives, des ouvertures et des refermetures de frontières, donc ça demandera beaucoup d'agilité aux compagnies aériennes de la part d'acteurs qui ne sont pas forcément habitués à être aussi agiles. Voilà, une grosse interrogation sur le secteur du transport aérien. Voilà pour moi. Arthur, je te laisse enchaîner. Oui, alors déjà merci beaucoup pour toutes les questions qui ont commencé à être posées. Je vais faire un petit tour d'horizon des premiers éléments qu'on a reçus. Alors, une question au sujet de la dématérialisation des documents, notamment pour la partie douanière. Donc là, c'est pas exactement dans le scope du coronavirus, mais la question est, quid des documents dématérialisés pour le dédouanement? La digitalisation est-elle compatible avec les exigences des douanes, qui est de conserver les documents originaux, à ma connaissance, pendant environ 10 ans? Et la réponse est oui, c'est même plus que ça, c'est complémentaire en fait. Ce qu'on fait chez Oversea, par exemple, dans ce cas particulier, c'est qu'on garde les originaux pour la durée légale de conservation. Et en plus de ça, on vous délivre une version numérique sur notre plateforme qui permet d'archiver tous ces documents-là aussi d'une façon numérique. C'est par exemple le cas, pour entrer dans le détail, des documents qu'on appelle les ECS, donc les documents de sortie de douane à l'export, ou des IMA pour les douanes import. Ouais, je vois aussi qu'il y a une question sur le transport ferroviaire également. Donc il y a deux types de transport ferroviaire. On va sur le grand import, donc le grand import et le grand export, notamment sur l'axe Europe-Chine qui est le plus important. On a une reprise de l'activité et nos prestataires de transport ferroviaire nous ont annoncé qu'ils étaient repris en pleine capacité. Donc on commence à reprendre les imports ferroviaires. En revanche, il y a quelques ralentissements à prévoir au passage des frontières au niveau européen. Vous savez, il y a beaucoup de contrôles entre chaque pays dans l'Union européenne et c'est ces ralentissements qui sont à attendre. Mais par ailleurs, le transport ferroviaire, un peu à l'instar du transport routier, connaît un trafic normal. Parfait. Autre question. En tant qu'exportateur, nous avons de plus en plus de difficultés à obtenir du free time au port de destination, nécessaire face aux lenteurs administratives et douanières à cause du Covid. Comment faire pour éviter ces coûts de stockage? Brieux, si tu veux. Alors, donc je reprends, je pensais que tu allais répondre. Alors ça, donc effectivement, de toute façon, les questions d'entreposage et de free time au port de destination, on n'a pas attendu la crise du coronavirus pour connaître des difficultés avec les compagnies maritimes. Elles étaient de moins en moins friandes sur le fait de nous laisser des free time à destination. C'est une négociation ponctuelle qu'on a du mal à effectuer avec elles et on a observé une baisse de la volonté des compagnies maritimes de nous laisser la main là-dessus. On a du mal à avoir une explication là-dessus, mais de nombreux échos dans le secteur nous disaient que c'était une source de revenus assez importante, le stockage dans un cadre de baisse des taux. Et là, comme on va connaître une baisse des taux à l'import, il va être très difficile d'obtenir à l'export ou à l'import des free time au port de destination. C'est de la négociation avec les compagnies, c'est des choses en face desquelles il faut mettre des volumes, et c'est des choses qu'on fait en négociation, en one-to-one avec les compagnies. Autre question. Que fait l'Union européenne pour décongestionner les frontières? Hier, il y avait 50 km de bouchons à la frontière bulgaro-turque. L'Union européenne a fait une annonce un peu plus tôt dans la semaine de volonté de mise en place de corridors pour faciliter le passage des frontières pour le transport routier, mais à notre connaissance, ça n'a pas encore été mis en place. Il n'y a pas d'impact concret aujourd'hui de cet engagement de l'Union européenne. Et ensuite, ça se heurte aussi avec les politiques locales de chaque pays qui ne vont pas forcément aller dans ce sens-là. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations concrètes, si ce n'est qu'encore une fois, la communication de l'Union européenne allait dans le sens de la mise en place de corridors. Ouais. Je souhaite également ajouter un petit élément sur la question de Ronald. Évidemment, il me demandait comment on faisait pour éviter ces coûts d'entreposage si on n'arrivait pas à les négocier. Donc à l'export, c'est assez compliqué parce que souvent, ça va être des exports en CFR sur lesquels vous allez avoir du mal à négocier avec votre prestataire à destination ou à votre client à destination
de pouvoir stocker des marchandises dans des entrepôts tampons. Ce qu'on fait à l'import, nous, c'est qu'on dépote les conteneurs dans des entrepôts qu'on a près de Fos, de Anvers ou du Havre, et on stocke les palettes par palette ou colis par colis dans des entrepôts tampons, ce qui nous coûte beaucoup moins cher que des stockages sur les ports. À l'export, c'est de la négociation avec votre client à destination, et en fonction de l'incoterm, on peut évidemment trouver des solutions avec nos agents. Si vous êtes en DDP, par exemple, on peut demander à notre agent de réaliser ce qu'on fait nous en France, c'est-à-dire faire du dépotage dans le port de destination et aller stocker dans des entrepôts tampons. Autre question, en évoquant le cas de force majeure ou d'imprévisibilité, pouvons-nous négocier les frais de demurrage des conteneurs si nous sommes dans l'obligation de décaler les livraisons en provenance des ports? Alors, en théorie, les frais de demurrage sont négociables avec les compagnies maritimes. Comme le disait Brieux, c'est le detention, demurrage et storage, ce sont des sources de revenus et de profitabilité importantes pour les compagnies. Donc, c'est souvent assez compliqué de négocier ça. Pour autant, encore une fois, c'est des choses qui sont possibles. La meilleure solution souvent pour éviter ça, c'est la solution qui vient d'être suggérée par Octave, c'est d'essayer si on se dirige sur des temps de stockage longs, de dépoter les conteneurs et de les stocker sur des entrepôts tampons pour ensuite livrer de manière plus flexible aussi, quoi. Ouais. Une question de Joséphine sur le stockage permis par les compagnies maritimes est-il possible à l'import comme à l'export? Donc, même si on manque un peu de visibilité sur cette offre qui est toute nouvelle et très innovante de la part des compagnies maritimes, pour le moment, elles nous ont bien précisé que c'était réservé aux conteneurs qui étaient sur l'eau à l'import et qui allaient être et ça allait être utilisé juste pour éviter l'engorgement des ports. Donc, ça va être une fois le bateau arrivé, on va sortir ces conteneurs, faire un acheminement jusqu'à un parc intérieur et les stocker. Pour le moment, ils ne parlent pas d'étendre ça pour les commandes futures à l'import qui n'ont pas encore quitté la Chine ou pour des commandes à l'export. C'est possiblement quelque chose qui va évoluer parce que j'imagine que après avoir testé ça pendant cette période de coronavirus, j'imagine bien les compagnies maritimes essayer d'étendre un peu cette offre car ça va dans le sens de leur remontée logistique du moment. Alors, bonjour. Est-ce que la situation dans les ports asiatiques est normalisée, en particulier retour de la main-d'œuvre pour décharger, dédouaner et expédier sur le marché intérieur? Alors, les retours qu'on a de la part de nos agents, c'est que la situation est normalisée sur tous les principaux ports de Chine et notamment sur toutes les villes côtières, puisque à l'heure actuelle, il n'y a que la province de Wuhan qui est encore sous quarantaine. Pour autant, les retours opérationnels sont qu'il y a encore beaucoup de backlog dans les ports. Donc, il y a effectivement des délais supplémentaires à attendre pour le déchargement, etc. Pour autant, les ports sont opérationnels. Une question de Valérie qui dit « Quid des BL imprimés? Il semblerait que les compagnies transporteurs ne veulent plus en émettre. Que faire en cas de remise documentaire ou crédit documentaire ?» Donc, effectivement, c'est une excellente question et je pense que cette crise du coronavirus va faire avancer les compagnies maritimes et même tout le secteur logistique sur la digitalisation des documents, et notamment l'utilisation de la blockchain pour les crédits documentaires et les remises documentaires. Pour le moment, ce qu'on fait et ce que nous ont dit les compagnies maritimes, c'est qu'ils ont des personnes, donc c'est souvent une ou deux personnes qui sont réservées dans chaque office et chaque bureau des compagnies maritimes, rien que pour imprimer les BL pour des crédits documentaires. Quand il n'y a pas de crédit documentaire, ils refusent de le faire, ou en tout cas, ils essaient de nous faire passer sur des C-Way-Bill. Mais en revanche, certaines compagnies nous ont assuré qu'elles assuraient une sorte de maintenance pour ces BL imprimés. Je ne sais pas exactement si vous avez rencontré le problème avec une compagnie en particulier, mais on pourra en discuter ultérieurement. Alors, nous exportons toujours en direct aux US. Nos exports sont assez urgents. Quelle solution proposez-vous avec quelle garantie? Alors, si tu veux, je réponds, Arthur. Alors, je ne sais pas si vous expédiez en aérien ou en maritime. Toujours étant, nous, on continue à faire nos exports aériens et maritimes vers les États-Unis. La conséquence, elle est ce dont je parlais tout à l'heure en préambule. Les taux vont être élevés. Les espaces sont là, mais ils sont très rares.
de plus en plus de compagnies essayent de développer des solutions tout cargo avec des avions passagers. Donc, ça a mis du temps à se mettre. Elle l'avait annoncé il y a 2-3 semaines. Et là, on a eu les premiers vols qui ont été faits, notamment par la compagnie Lufthansa. Donc, on a toujours des solutions sur les garanties qu'on peut vous proposer. Nous, on évite toujours, on s'assure avant de faire un quelconque devis, d'avoir un espace garanti avec la compagnie. Et pour le moment, on n'a pas eu de retard et on n'a pas eu de problème à ce niveau-là parce qu'on s'en assure très en amont. Alors, bonjour, il n'y aurait plus de fret aérien possible en import Brésil. Est-ce la réalité? Avez-vous des solutions? Alors, nous, on n'a pas entendu d'éléments qui viendraient confirmer ça. Ce qui est factuel, en revanche, c'est que la capacité le nombre de vols passagers a évidemment beaucoup diminué sur le Brésil, comme c'est le cas sur la totalité du globe. Et je pense que la situation à laquelle vous faites référence est en fait liée à la pénurie de capacités disponibles sur ce trade-là. Mais j'imagine qu'il doit y avoir encore des vols cargo disponibles sur ces destinations. Je ne sais pas si Brieux t'a entendu une information dans ce sens-là, mais je ne crois pas. Non. Les documents numérisés peuvent-ils suffire pour le dédouanement à l'import? Impossibilité d'envoyer des originaux. Alors ça, la réponse va être très simple, ça va dépendre des destinations. Donc les destinations en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, ça va être des destinations qui vont attendre des documents originaux pour le dédouanement. Sinon, pour les dédouanements en France ou dans d'autres destinations, des documents numérisés peuvent largement suffire. Bonjour, avec le confinement très fermé au Canada, quid des conteneurs en mer prévus en arrivée la semaine prochaine? Le stockage à l'import est-il prévu de la même manière outre-Atlantique? Alors effectivement, le confinement sera très poussé au Canada. Brieux, dis-moi si je me trompe, mais je crois que toutes les entreprises n'ont pas le droit d'être ouvertes au Canada compte tenu de la situation. Et les opérateurs de transport continueront à travailler. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le client final, lui, est ouvert? Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il faudra se rediriger vers des solutions de stockage à destination. Sur le stockage à l'import et le stockage des compagnies, encore une fois, c'est une nouvelle très fraîche qu'on a eu des compagnies maritimes. Et effectivement, on va se renseigner si elles sont disponibles à destination. Je vois bien les compagnies également développer ça sur le Canada, mais c'est à vérifier. Nous avons entendu des rumeurs sur une potentielle fermeture du Japon aux imports. Est-ce d'ores et déjà en place? Alors ça rejoint une question. On a eu plusieurs clients qui nous ont parlé de fermeture totale des marchandises et du transport de marchandises à plusieurs destinations. On a eu le cas de la Bolivie, et là vous me parlez du cas du Japon. Pour le moment, et on a demandé à nos achats de vérifier en disant attention, apparemment vous êtes fermés. Ils nous ont dit non, il n'y a absolument aucun problème, on peut continuer, il faut s'attendre à des ralentissements. Enfin, c'est le même discours qui est global sur tous nos agents, à part en Inde. Il y a des ralentissements à prévoir, mais rien n'est attendu pour une fermeture aux imports, etc. Il faut qu'on s'approvisionne, donc il n'y a aucune raison que ça ferme. Alors, bonjour, nous exportons 10 tonnes en aérien par semaine. Notre entrepôt risque de fermer du jour au lendemain. Des enlèvements express sont-ils possibles de votre part? Et quel storage par voie aérienne grâce à vos partenaires? Alors la réponse est oui, des enlèvements express sont possibles. On organise surtout en cette période-là pour nos clients des enlèvements soit jour A, donc le même jour, soit jour A, jour B. Quel storage par voie aérienne grâce à vos partenaires? C'est toi qui connais les détails du storage de notre handler à CDG, Brieux? Ouais, il est assez classique. À l'export vers toute destination, pendant 21 jours, vous n'allez pas payer de storage dans nos entrepôts. On essaie d'éviter de dire à nos clients d'éviter d'engorger les entrepôts à Roissy pour un peu libérer nos partenaires et ne pas faire que leurs entrepôts soient chargés. Mais pendant 21 jours, il n'y a pas de paiement. À l'import aérien, on va aussi être sur 21 jours de franchise, donc on peut mettre du temps avant de sortir les marchandises si jamais on a besoin de flexibilité. Dans tous les cas, même si les frais de stockage dans nos entrepôts à Roissy deviennent trop chers, on a des solutions d'entrepôts tampons. On travaille avec des entreprises qui ont des entrepôts et on peut déplacer les marchandises avec des transporteurs routiers pour trouver des solutions temporaires en cas de fermeture d'entrepôt. Il n'y a aucun problème pour ça. Bonjour, il y a des rumeurs de fermeture au Japon. Pouvez-vous m'en dire plus? Brieux a répondu à la question. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs.
et il y a toujours des vols cargo à destination du Japon. Alors, bonjour, dans le cas d'un export maritime, est-il possible de changer de pod de port of delivery en cours de route pour viser un pays moins confiné? Si oui, comment doit-on faire? J'ai pas vu la question. Ouais, c'est une... Alors, tu as dû la rater, c'est bonjour, dans le cadre d'un export maritime, est-il possible de changer de pod en cours de route pour viser un pays moins confiné? Si oui, comment doit-on faire? En fait, alors ça, à mon avis, il est possible de changer. Les modifications sur les BL nous demandent de faire des modifications de BL auprès des compagnies maritimes. Sur le changement de destination, j'aurais peur de vous dire des bêtises. C'est quelque chose de très opérationnel. Il faut que je vérifie avec mes équipes. Bonjour, avec le blocage des entrepôts en Europe, certains essayent de faire du direct fournisseur. Sommes-nous obligés d'avoir une facture apparente entre nos fournisseurs et notre client dans le cadre des expéditions? Quid de l'Exworks versus le DDP dans ce cas-là? Alors ça, c'est ce qu'ils appellent du cross-trade. Vous pouvez faire des ventes triangulaires, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une facture apparente entre le fournisseur et le client, parce que si ce n'est pas le fournisseur, vous pouvez faire une facture avec votre fournisseur et vous faire une vente sans que les marchandises passent par la France. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une facture directe fournisseur. Quid de l'Exworks versus du DDP dans ce cas-là? Alors, c'est une bonne question. Je ne vois pas de problème à l'une ou à l'autre. Nous, en tant que freight forwarder, on interagira soit avec vous en cas d'un DDP, soit dans le cas d'un Exworks, avec votre client final avec lequel on devra échanger. Mais il n'y a pas de précision là-dessus. Bonjour, la demande diminue en Europe et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir réceptionner les commandes en France. Êtes-vous en mesure d'expédier de la marchandise de notre usine en Asie vers nos clients en Corée, à Singapour, au Japon, etc. La réponse est oui. C'est ce que Brieux appelait du cross-trade. On peut organiser pour vous des départs usines vers des destinations en Asie sans problème. Et c'est effectivement des stratégies qui sont mises en place par certains clients pour gagner du temps et livrer plus rapidement les marchés qui repartent un peu à la hausse aujourd'hui et qui sont les marchés asiatiques. Donc la réponse est oui. Nous importons depuis la Chine vers les entrepôts Amazon français en train. Avez-vous un retour sur le temps de dédouanement en Allemagne? Avez-vous des solutions de stockage tampon sur Saran et ses alentours? Donc effectivement, on travaille déjà avec des entrepôts tampons à côté de tous les entrepôts Amazon parce qu'on a quelques clients Amazon et vu les créneaux de livraison qui sont très serrés dans les entrepôts Amazon, on préfère avoir des entrepôts qui sont très proches pour pouvoir assurer des livraisons. Et si jamais on est refusé ou si jamais il y a l'engorgement auprès des entrepôts Amazon, ce qui arrive souvent, ça nous permet de ne pas payer trop cher en transport routier si on a des allers et des retours. Sur le temps de dédouanement en Allemagne, je n'ai pas eu d'écho sur un temps rallongé dans cette période de crise. Peut-être que j'ai manqué des choses. En tout cas, nous, notre temps de dédouanement en France n'est pas rallongé pour le moment. Les douanes assurent leur service. Il n'y a pas de ralentissement au niveau du traitement des dossiers. Est-ce que les compagnies maritimes vont accroître les express BL qui n'étaient pas disponibles pour toutes les destinations? C'est clairement la stratégie des compagnies aujourd'hui. Comme le disait Brieux, les BL originaux sont compliqués à mettre en place dans les conditions actuelles avec des équipes très majoritairement en télétravail pour les compagnies. Donc oui, c'est leur stratégie. À quelle vitesse ce sera réalisé, c'est plus compliqué de vous donner une information fiable. Bonjour, j'ai validé un import Chine avec UPS. Ma marchandise est bloquée à l'aéroport de Shanghai depuis 3 jours. Il y aurait 7 jours de queue. Est-ce vrai? Peut-on importer plus rapidement? C'est urgent pour nous. Alors, c'est vrai, hein, il y a un backlog très long dans les principaux aéroports chinois. Nous, ce que notre agent nous indique, c'est qu'il y a souvent entre 5 et 10 jours de tampons entre l'enlèvement et le moment où la marchandise peut être chargée dans l'avion, et qui est lié encore une fois au peu de capacité disponible avec la baisse des vols passagers, et aussi par la demande croissante d'import de matériels médicaux comme masques, appareils respiratoires, etc., qui prennent une bonne partie de la capacité.
Bonjour, au vu de la situation, est-ce qu'il y a des mesures de priorisation du transport de certaines marchandises jugées moins indispensables mises en place? Donc c'est une bonne question. De toutes les manières, il y a toujours des mesures de priorisation du transport de certaines marchandises qui sont mises en place dans le transport de manière classique. Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique qui est toujours prioritaire dans les avions. Donc ça arrive souvent à des marchandises, c'est ce qu'on explique souvent à des clients, des marchandises un peu moins urgentes qui sont déchargées de l'avion parce qu'une grosse commande de produits pharmaceutiques arrive dans l'avion. Sur l'import, j'ai posé la question à nos agents chinois parce qu'on avait des demandes d'import de masques pour voir si on peut avoir une priorisation au niveau du transport aérien pour pouvoir passer plus vite et importer les masques plus vite. Il m'a dit que pour le moment, rien n'était mis en place. Donc j'attends du nouveau, mais avec la hausse de la capacité de production en France, je pense que ça va devenir moins urgent. Mais en tout cas, ce n'était pas mis en place pour le moment. Je n'ai pas d'autres échos outre les produits pharmaceutiques. Alors, une autre question, le temps que ça charge. Quels seront les corridors entre l'UE et le Royaume-Uni? Y aura-t-il des dispositions particulières pour les produits sensibles après la rencontre entre Le Drian et Rabic? Alors, là-dessus, ce que je peux vous communiquer, c'est un retour de Jean-Yves Le Drian qui disait on va s'étriper. Je pense que les questions commerciales ou sur le dispositif des relations futures que l'on va engager, on va s'étriper pas mal. Conclusion, les discussions sur le sujet des corridors est au tout début des négociations. Et pour l'instant, il semblerait juste que ce soit des négociations qui soient très compliquées. Alors, bonjour, étant donné l'engorgement dans les grands ports en France, Le Havre ou Marseille, pensez-vous que comme solution, il serait possible d'utiliser d'autres ports de livraison, comme Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle à l'avenir? Alors déjà, première chose sur l'engorgement des ports, les compagnies maritimes nous ont annoncé qu'elles avaient un engagement sur les ports de Barcelone et de Gênes. Donc les ports de la Méditerranée, ça va être assez compliqué en raison de la crise que connaissent l'Italie et l'Espagne. Sur la remontée des livraisons Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle, nous, on a souvent, en cas d'engorgement, on utilise beaucoup le port de Anvers, qui est aussi desservi, voire plus desservi que le port du Havre. Donc il y a toujours cette solution de Anvers qui n'est pas très loin des frontières françaises et vous pouvez les utiliser. Ensuite, pour utiliser d'autres ports comme Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle, effectivement, c'est possible. Il y a des feeders qui vont, une fois arrivés dans les grands ports, reprendre le cargo et les délivrer dans les différents ports de destination. Donc, c'est une solution qui est totalement possible. Ouais. J'ajoute aussi que j'ai une réponse de la part des équipes opérationnelles. Effectivement, c'est possible de modifier un port de destination en cours de route. C'est ce qu'on appelle un COD. Je ne savais pas que c'était possible pour le changement de port de destination, mais c'est possible. Donc, pour la personne qui avait posé la question, c'est voici la réponse. Alors, Brieux, on a une question pour toi. Que veut dire COD? Merci. Alors, COD, c'est... je vais vous le trouver tout de suite. On n'utilise pas souvent les sigles chez nous. Je vais peut-être répondre à la question ensuite, je vais revenir sur ça. Ouais, très bien. J'ai une autre question. Change of destination. Bon, bah, alors. Voilà. C'est clair. Bonjour, j'ai accepté 4 offres d'un de vos concurrents depuis le début de la crise pour de l'export maritime. Je viens d'apprendre que ces conteneurs partiraient dans un mois. Vous est-il possible de transmettre des offres associées à un schedule pré-booking? Oui, c'est d'ailleurs un des avantages de travailler avec un acteur comme nous, c'est que lorsque vous faites une demande de cotation sur la plateforme, chaque proposition qu'on va vous faire va être à la fois associée à un carrier et à un schedule. Alors, il faut savoir qu'à l'exception de quelques produits spécifiques du transport maritime, comme ce que propose Maersk, le booking ne veut pas dire garantie d'espace.
On vous proposera toujours un navire et ensuite on vous dira si oui ou non ce navire est possible pour vous ou pas. Mais à chaque proposition qu'on fait, on transmet un schedule et un pré-booking lié à une compagnie pour chaque proposition. Donc la réponse est oui. Et ce qui est important de garder en tête aussi, c'est que dans les cas de période de tension sur la capacité, notamment à l'import, Maersk a mis en place une offre il y a quelques mois qui garantit de la capacité. Donc c'est évidemment des taux qui sont beaucoup plus élevés que ce qui existe sur le marché pour du contract. Mais le principal avantage, c'est que si vous validez l'offre avec Maersk, vous avez une place garantie à bord du navire sur lequel vous aurez booké. L'inconvénient aussi, évidemment, c'est que s'il y a garantie de chargement, il y a pénalité en cas d'annulation. Mais c'est un produit maritime intéressant lorsqu'il y a des sujets de capacité forts. Alors, quelle est la position d'Oversea par rapport aux autres freight forwarders sur des demandes potentielles d'open book sur le freight aérien avec management flat et ou pourcent sur le TO. Alors, c'est effectivement c'est des sujets sur lesquels nous, on est très ouverts pour une raison simple, c'est que la transparence fait partie des valeurs d'Oversea et en tout cas de l'impact que nous, on souhaite avoir sur ce métier-là, puisqu'on a beaucoup de retours de chargeurs qui estiment que la lecture des invoices ou des services des forwarders est trop compliqué. Donc oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on le fait sur le maritime aujourd'hui, on est en test avec certains clients. Qu'est-ce que ça veut dire Open Book? Ça veut dire qu'on vous communique les taux d'achat qu'on a auprès de nos fournisseurs, donc des compagnies maritimes et aériennes, et on applique un management fee qui correspond à de la gestion de dossiers, etc. Ça a pour avantage d'être totalement transparent comme relation, et donc de vous donner une idée aussi à vous, chargeurs, des véritables prix d'achat sur le marché. Donc oui, on est ouvert là-dessus. Pour l'instant, c'est des choses qu'on fait sous la forme d'un test pour voir si ça crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Donc voilà, mais la réponse est oui, et si c'est quelque chose pour lequel vous seriez intéressé de creuser avec nous, je vous invite à revenir vers nous pour qu'on évalue la situation avec vous. A-t-on déjà un ordre d'idée des coûts de stockage moyen par TU auxquels il faut s'attendre pour ce stockage mis en place par les compagnies maritimes à l'import? Alors oui, on a eu des premières estimations. Donc en fait, les offres qu'elles nous proposent, c'est un transport routier depuis le port jusqu'à le dépôt intérieur, et ensuite un stockage quotidien. Pour le moment, on est autour de 550-600 € pour l'acheminement du conteneur jusqu'au parc intérieur. Et ensuite, il faut compter 25 € par jour pour ce stockage. On attend les retours des autres compagnies sur les prix. On est à peu près à ce tour-là. J'ai entendu un prix entre 15 et 25 €. Donc globalement, elles sont toutes dans le même ordre d'idée. Bonjour. Que diriez-vous de la préparation des compagnies aériennes, des compagnies maritimes et aériennes face à une crise de cette ampleur? Leur réponse jusqu'ici vous paraît-elle adaptée aux préoccupations des chargeurs? Alors, la première chose à dire, c'est que cette crise était malheureusement, j'en suis convaincu, imprévisible. Et par conséquent, les mesures qui avaient été potentiellement mises en place pour pallier à ce genre de sujet étaient évidemment pas adaptées à l'ampleur de la crise. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans le cadre des compagnies aériennes et des compagnies maritimes, il y a des sujets de rentabilité qui sont forts pour ces compagnies-là, où les bonnes années, il y a des résultats très positifs et les mauvaises années, des résultats très négatifs. C'est des gens qui investissent énormément dans des actifs de transport, donc dans des bateaux ou des avions, etc. Et pour lesquels des pertes continues pendant 2 ou 3 mois peuvent, déclencher des risques financiers importants. On se souvient tous de la faillite d'Engine il y a quelques années, qui était arrivée un peu du jour au lendemain après la crise de 2007, et on se souvient très bien que la crise de 2007-2008 avait fait très très mal aussi aux compagnies maritimes. Donc c'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Ceci étant dit, pour l'instant, les réponses qu'elles prennent, elles sont intéressantes, parce qu'encore une fois, il y a favoriser les Seaway Bills et globalement tout ce qui va être BL digitaux et pas papier. Donc ça, c'est toujours une bonne initiative à mettre en place. Ce qui pêche un peu aujourd'hui, ça va être l'organisation opérationnelle, où les carrières sont
à notre sens aujourd'hui pas prêt à être 100% télétravail et à opérer de manière, je dirais, comme d'habitude sur du télétravail. Et ce qu'on ressent beaucoup, nous, c'est beaucoup de ralentissement aux prises de booking, aux modifications, des erreurs dans les déclarations de dangereux de la part des compagnies, etc. Et on voit un customer service assez dégradé. Donc voilà, c'est le sujet que nous, on vit aujourd'hui en ce moment. Bonjour, proposez-vous des transports par rail et par barge pour le pré- et post-acheminement? Quelle fiabilité? Donc effectivement, on propose à nos clients des solutions par rail et par barge. Ça dépend des moments, mais souvent on le fait par le biais des compagnies maritimes qui, elles, assurent cela très bien. En termes de fiabilité, on a une fiabilité qui est la même que sur la route. Il faut compter des délais qui sont supérieurs et souvent potentiellement un temps de traitement au moment du booking qui va être légèrement supérieur. Donc si vous voulez faire du rail ou de la barge, il faut simplement anticiper sur le booking, mais en termes de fiabilité, ça fonctionne très bien. Bonjour, êtes-vous en mesure de réaliser des imports de gel hydroalcoolique et de masques? La réponse est oui. On réalise pour certains clients des imports de gel hydroalcoolique depuis plusieurs années maintenant, et de masques aussi, oui. Donc la réponse est oui. Il y a un sujet évidemment sur les gels hydroalcooliques à l'import, c'est le sujet du dangereux. Qui est complexe à gérer à la fois en termes de compagnies maritimes et de compagnies aériennes, puisque les typologies de dangereux des gels hydroalcooliques ne sont pas forcément acceptées par toutes les compagnies, et les process d'acceptation de ce type de dangereux auprès des compagnies diffèrent d'une compagnie à l'autre. Et donc certaines compagnies ont des process très lourds pour accepter ces marchandises-là. Et donc effectivement, on a un savoir-faire sur ce sujet-là. Depuis la pandémie, est-ce que les GHA, GSA ont augmenté leurs tarifs de façon opportuniste? Alors, effectivement, avec la hausse des tarifs des compagnies aériennes, le fonctionnement d'un GSA, c'est de prendre une marge sur le taux de fret qu'ils vendent. Et effectivement, plus les taux gonflent, plus ces acteurs-là vont avoir tendance à prendre une marge supérieure. Donc oui, ils vont augmenter leurs tarifs de manière proportionnelle à la hausse du tarif. Par ailleurs, il est probable, donc ça, on a peu de visibilité là-dessus parce que c'est des acteurs à qui on parle, mais ils ne parlent pas de manière 100% transparente sur leur marge. Mais par ailleurs, ces acteurs-là souffrent beaucoup du fait de la suppression d'énormément de vols. Il y a beaucoup de GSA qui n'opèrent que des avions passagers, qui n'ont pas de compagnie qui font du cargo et qui se trouvent totalement à l'arrêt. Donc, l'augmentation des tarifs, c'est certain. Est-ce qu'ils augmentent plus leurs tarifs que l'augmentation des taux de fret que leur offrent les compagnies aériennes pour combler ce manque qu'ils n'ont pas avec les autres compagnies? Ça, je ne sais pas. Alors, bonjour, derrière votre plateforme et malgré la crise et des conditions de travail aménagées, est-ce qu'il m'est possible, si je fais un transport avec vous, de téléphoner à vos équipes? La réponse est oui, évidemment. Notre conviction, c'est que le meilleur moyen d'améliorer la qualité de service sur ce marché, c'est je dirais, mélanger du digital et de l'humain. Et donc, le sens de cette plateforme, c'est pour délivrer des informations de suivi, de tracking, de gestion numérisée de la documentation, etc., pour vous proposer du reporting fin sur tous vos produits, etc. Mais cette plateforme, elle s'entend que via le suivi humain qu'il y a derrière et qui explique que d'un côté comme de l'autre, il est piloté par une équipe d'experts transport, que ce soit sur la partie commerciale ou sur la partie opérationnelle. Sandrine qui pose la question, avez-vous entendu parler des allongements de transit time maritime en import Asie? CMA vient d'annoncer, avez-vous eu des échos des autres compagnies? Donc effectivement, CMA a annoncé ce qu'on appelle du slow steaming, donc de ralentir les navires pour... il y a des temps où c'est pour baisser la consommation, d'autres c'est pour en fait baisser la capacité, notamment en cas de blank sailing. Donc il y a également MSC et Maersk qui ont annoncé qu'ils allaient effectuer du slow steaming. L'allongement du transit time est assez variable, mais souvent on va être autour de 3-4 jours de plus de transit time sur l'import Asie. Bonjour, nous sommes en crise, mais mes commerciaux export continuent de me challenger sur le prix. Pouvez-vous
j'ai du mal à lire. Vous est-il possible de transmettre 2 offres pour que je leur explique l'une avec une meilleure garantie d'embarquement, l'autre moins élevée mais moins bonne garantie? Oui, c'est effectivement le standard chez nous. On va toujours transmettre, je dirais, au minimum 2 offres, avec souvent une offre de service et une offre de prix, avec un prix plus bas. Et ce qu'on fait aussi pour certains clients qui le demandent, c'est d'offrir aussi une solution avec un impact écologique plus bas. Donc c'est souvent dans ce genre de situation qu'on va proposer du rail ou de la livraison en barge plutôt que du tour route, etc. Donc la réponse est oui, et ça fait aussi partie de nos partis pris en tant que commissionnaire de transport. Bonsoir, à l'export maritime en conteneur complet, le délai de positionnement s'est-il rallongé depuis le début de la crise, notamment pour un reefer? La réponse est oui. Il y a 2 sujets. Il y a les sujets de positionnement et les sujets de disponibilité d'équipement. Un des principaux impacts du coronavirus, c'est le manque d'équipement reefer, puisque les conteneurs reefer reviennent. Les équipements tournent évidemment selon les différents trades des compagnies maritimes, et il se trouve qu'il y a encore beaucoup d'équipements reefer qui sont bloqués en Chine depuis la crise du coronavirus, faute de blank sailing, de demandes, etc. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait souvent bien 3 semaines pour avoir de l'équipement, un reefer aujourd'hui. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut au maximum essayer d'anticiper ces demandes de positionnement et ces demandes de booking pour garder en tête que s'il faut 3 semaines pour obtenir un conteneur reefer, il vaut mieux essayer de préparer sa commande en amont et quitte à lancer la demande de transport avant même que la commande soit finalisée. Dans le but toujours et encore une fois de gagner du temps, etc. Et l'autre point, je pense, important sous-jacent, c'est adapter aussi la promesse client, puisque là on parle d'export, c'est de bien expliquer aussi les contraintes actuelles du marché à vos clients finaux, en leur disant que les contraintes sont telles que les délais habituels de positionnement et de disponibilité d'équipement ne pourront pas être tenus. Donc ça, c'est important aussi de communiquer sur ce point-là. Bonjour, comment évoluent les taux de fret sur les trades import-Asie et export Amérique du Nord en ce moment? Donc il y a une chute de la demande en Europe, il y a beaucoup d'entreprises qui ont gelé leurs commandes sur l'import-Asie, donc l'import-Asie connaît une baisse, on voit déjà les effets sur le mois d'avril, on a une baisse des taux sur l'import-Asie. Sur l'export Amérique du Nord, on a un taux de remplissage des navires qui est aux alentours de 100%, donc si les navires sont pleins, les taux vont augmenter, on connaît une augmentation, donc on est sur une augmentation en ce moment sur l'Amérique du Nord. Bonjour, étant donné que chaque transport est urgent en ce moment, qu'est-ce que vous proposez pour suivre le transport? Comment sommes-nous prévenus s'il y a du retard ou un problème? C'est un des points aussi, un des avantages de travailler avec un acteur comme nous, dans des temps qui sont un peu compliqués comme cela, c'est qu'on a développé notre propre technologie de tracking en temps réel qui va de manière proactive vous envoyer des emails à chaque changement d'étape important, donc ce qu'on va appeler un changement de TA ou de TD par exemple, etc. Et qui va vous confirmer au fur et à mesure les différentes étapes qui ont été réalisées jusque-là. Donc vous confirmez que le positionnement a bien été fait, etc. Le gros avantage pour vous, c'est qu'on peut le communiquer directement à votre client final, si vous le souhaitez. Et l'autre élément, c'est que c'est une technologie propriétaire qu'on a développée chez nous, qui se met à jour plusieurs fois par jour et qui est proactive. Donc encore une fois, ça ne vous demande pas d'aller vous connecter sur le site pour voir où ça en est. Ce sont des notifications qu'on va vous envoyer directement nous-mêmes. Étant gros chargeur depuis l'Europe vers l'Afrique, avez-vous de la visibilité sur le positionnement des freighters Ghost Flight vers les hubs africains? Alors ça, c'est assez difficile de se prononcer pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines compagnies, notamment la compagnie Cargolux, qui est une compagnie qui pèse beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de capacités et beaucoup d'avions cargo, à supprimer ses vols pour le moment vers certaines destinations en Afrique. Donc les tendances, c'est plutôt une réduction de la capacité vers les hubs africains. Mais à part ça, j'ai pas plus de visibilité. L'import Asie, de Asie vers Afrique continue à fonctionner, notamment en maritime, assez bien. Sur l'Europe-Afrique, en maritime, ça fonctionne encore. Sur les vols cargo, la situation est tellement incertaine en ce moment que c'est difficile de se prononcer. Donc j'ai peu de visibilité là-dessus. Je sais juste qu'il y a certaines compagnies qui annulent leurs vols, je pense, pour rediriger les flottes vers le flux import Asie, sur lequel les taux explosent en ce moment et on a un vrai manque de capacité.
Ouais, et sur le même sujet, les dispos en freighter changent tous les jours, puisque, comme le disait Brieux, les sujets de capacité sont de l'urgence du moment pour les compagnies aériennes. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais des compagnies qui faisaient du trafic passager, je pense à Korean notamment, reconvertissent leurs avions passagers en freighter aussi. Et la situation change tous les jours là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un média qui est très très bon là-dessus, qui s'appelle Air Cargo News, qui publie beaucoup de choses sur l'état de la capacité sur le moment, et c'est eux souvent qui sont les mieux informés sur le positionnement de freighter sur les différentes destinations. Comment voyez-vous le redémarrage des entreprises après le confinement ? On peut imaginer que toutes les entreprises voudront rattraper le retard et exporter en urgence. Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ça veut dire ou l'effet coup de fouet, bullwhip. Le fait est qu'effectivement, il y a beaucoup de, comme le disait Brieux, d'importateurs qui ont soit annulé leurs commandes, soit maintenu, mais à des volumes beaucoup plus faibles, leurs commandes à l'import. Et ce qui est très probable, c'est qu'au moment du redémarrage, il va y avoir un espèce d'effet inverse, donc de rattrapage pour l'exportation aussi. Donc ça, je vous rejoins absolument. La question, c'est à quelle échéance. C'est assez dur de le prévoir aujourd'hui. Certains disent à horizon 2 mois, d'autres parlent d'un vrai redémarrage plutôt à horizon 6 mois. Les économistes, par exemple de Goldman Sachs, prévoient plutôt sur un gros rattrapage sur Q4 2020. Donc c'est assez compliqué de se prononcer sur ce sujet-là. Et votre deuxième question était, y aura-t-il un manque d'équipement et de place sur les navires et les avions à l'export ? Sur les avions à l'export, j'en suis convaincu, pour une raison simple, c'est que encore une fois, la quasi-totalité du fret aujourd'hui est transporté sur des avions cargo, alors qu'en temps normal, ce sont sur des avions passagers. Et la question, c'est quelle sera l'agilité des compagnies s'ils sentent une reprise à être capable d'affréter de nouveaux avions et de remettre des vols réguliers en place. Et ce qu'il faut prévoir, c'est qu'à mon avis, il y aura un décalage au début de la reprise entre une demande qui sera forte et une offre qui mettra un peu de temps à se structurer pour répondre. Donc oui, je pense qu'il y a un manque d'équipement à prévoir et de place dispo notamment sur l'aérien à prévoir. Pensez-vous que cette période est favorable à la négociation annuelle de conteneurs de Turquie ou Asie sur la base de l'offre et la demande ? Alors les premiers échos qu'on a des compagnies maritimes, c'est comme tous les appels d'offres ou une grande partie des appels d'offres sont supprimés, elles ne veulent pas répondre à nos appels d'offres en ce moment, et on vous conseille en cette période très incertaine, vous n'aurez pas de taux annualisés, vous n'aurez pas de taux long terme qui seront proposés par des compagnies, ou alors comme elles manquent de visibilité, vous aurez des taux qui sont trop élevés. Donc à notre sens, non, c'est pas une période favorable pour faire des négociations annuelles en temps d'incertitude comme celle-là. Tout à fait. Et par ailleurs, ceci dit, la réflexion est bonne. Ce qu'on conseille toujours à nos clients pour les négociations dans le cadre d'appels d'offres, c'est de négocier dans des périodes creuses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont lancés sur la période avril-mai, qui est une période un peu plus creuse, comme le disait Brieux, et pré-peak season de l'été. Donc la logique est bonne. En revanche, le support côté compagnie est très faible. Donc effectivement, je pense que c'est pas le moment idéal pour le faire. Merci pour vos messages de soutien et pour les commentaires positifs. On va approcher de la fin du webinaire. Il nous reste encore quelques questions. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore ? Bonjour, toutes mes expéditions actuelles sont en départ usine et je connais beaucoup de problèmes de surstockage, d'enlèvement en retard par les transitaires de mes clients finaux. Que proposez-vous dans ce cas pour pallier à cela ? Donc j'imagine que vous parlez d'export et que vous devez être du coup en départ usine, donc Exworks ou FCA. C'est une situation qu'on essaye d'expliquer à nos clients en leur disant qu'il faut toujours privilégier le FCA, si possible aéroport, à l'Exworks, qui est souvent un incoterm à risque pour les entreprises parce qu'il n'y a pas de maîtrise de la douane export pour vous. Et donc, c'est malheureusement un sujet qui se produit assez souvent. Dans ces cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est soit évidemment stocker si vous êtes dans votre entrepôt en propre,
Si vous êtes chez un logisticien, vous allez être facturé vraisemblablement de frais de stockage et de frais de quai journaliers qui sont assez élevés. Dans ce cas-là, sans garantie d'enlèvement ferme de la part du transitaire de votre client, je vous conseillerais, dans la mesure où la situation risque de durer, de transférer ces commandes-là chez un autre logisticien ou sur un stock tampon pour éviter d'avoir des frais de quai trop élevés pendant toute la durée pour laquelle la commande ne sera pas enlevée. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. On va vous laisser encore 1 ou 2 minutes pour nous faire parvenir vos questions s'il en reste. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup pour tous les messages qu'on reçoit, qui sont globalement très positifs. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que merci beaucoup. On va essayer de conclure rapidement en disant que les enjeux aujourd'hui, ils sont de plusieurs natures. La première chose, c'est de rester informé et d'essayer d'avoir l'état du marché le plus précis possible aujourd'hui, à la fois pour les personnes en interne chez vous, pour les autres départements, etc., mais également aussi pour vos clients finaux. Et c'est important surtout de bien suivre l'actualité, etc. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ne le font pas encore aujourd'hui, d'aller vous inscrire à notre newsletter pour avoir un aperçu quotidien de l'évolution de la situation. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'adapter la promesse client. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut de votre côté aussi prévenir vos clients, notamment à l'export. Et là-dessus, c'est important d'être capable d'expliquer à vos clients que les conditions en France sont particulières, qu'il y a des délais de positionnement qui sont plus longs, qu'il y a des sujets de capacité où en fait les schedules habituels et les transit times de 4 jours en aérien sont plus compliqués en ce moment, etc. Donc, bien penser à adapter votre promesse client pour prévenir tous les problèmes. Et troisième point aussi qui va être évidemment crucial, c'est de travailler avec des gens qui ont la flexibilité et la réactivité qui est nécessaire pour gérer ce genre de situation. Encore une fois, on a un petit avantage chez Oversea là-dessus, grâce à la fois à la technologie qu'on a développée et également au fait qu'on travaille de manière assez native en télétravail. Mais l'important, c'est encore une fois de s'appuyer sur des gens qui sont capables de gérer les complexités actuelles et de réagir avec le niveau de réactivité qui est demandé par la situation. Bon, super. Je sais Octave, pas si je te laisse conclure. Oui. En tout cas, effectivement, merci beaucoup pour vos questions, qui est bien rentré en résonance avec la qualité des questions, hein, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait des gens qui étaient. Je t'entends pas. Ah oui, vous m'entendez pas? Ouais. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, moi j'entends bien. Ah ok. Donc je disais oui que vous étiez bien rentré en résonance avec la qualité des questions. Hein. C'est vrai que c'est plus facile à saisir encore quand c'est écrit. Une vraie qualité de participants. Donc merci à tous pour votre présence digitale. Oversea, bravo pour votre flexibilité. Hein. Je crois que vous êtes vous aussi à full capacité de votre travail de commissionnaire. Et continuer à être à 100%. Peut-être que s'il y a une demande, on pourra refaire un webinaire. En tout cas, Oversea, on est très content de vous avoir eu sur ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Merci.